Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis, a dit quelque chose hier, et quelque chose d'important. Une phrase, 4 mots. We'll negotiate with bombs. On va négocier avec des bombes. C'est le programme diplomatique américain pour juin 2026. C'est ce qu'a dit Pete Hegseth devant les caméras au QG de CENTCOM à Tampa, en Floride. C'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est une déclaration officielle de l'équipe de Trump. Et pendant ce temps-là, pendant que les missiles volaient au-dessus du détroit d'Ormuz, Trump déclarait tout sourire aux journalistes de la Maison-Blanche « I love inflation! I love inflation !» Je vous jure, j'invente rien. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 11 juin 2026. Le cessez-le-feu se fait piétiner, mais aussi fou que ça puisse paraître, certains y croient encore. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors reprenons depuis le début parce que le jeudi 10 juin 2026 était, disons, plutôt chargé. Ça a commencé tôt le matin, Trump a posté sur Truth Social « L'Iran met trop de temps à négocier, il va payer le prix ». C'est la phrase du matin, café, tartine, menace géopolitique, la grosse routine. Sauf que là, c'est pas une menace en l'air. Fin de journée, nouvelle frappe aérienne, des dizaines de cibles, défense aérienne, radar, sites de communication, tout ce qui est encore debout au bord du détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté, missiles et drones sur les bases américaines à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie. Le détroit d'Ormuz est déclaré fermé officiellement, totalement. Tout navire qui tentera de passer sera touché, coulé par les Iraniens. Et le patron de la commission sécurité nationale du Parlement iranien a publié sur X, que cette fois, la guerre ne sera pas limitée à la région. Super programme pour un mercredi soir. S'ils pouvaient développer un peu ce qu'ils entendent par « pas limité à la région », perso, je suis preneur, histoire de savoir où est-ce qu'on peut partir en vacances cet été. À la fin des opérations, Trump a quand même déclaré sur Fox News « c'est le cessez-le-feu le plus violé de l'histoire ». Et tout ça sans se casser la voix et sans se demander qui a le droit de faire ça. Pour une fois dans sa vie, Trump a dit quelque chose d'absolument vrai, de totalement indiscutable et d'incontestable. Le cessez-le-feu d'avril ressemble donc à une passoire dans laquelle on fait passer des missiles. On est donc à peu près à 4 mois de guerre, un détroit qui est fermé, un accord de paix dont plus personne ne parle vraiment et un Brent autour des 94 $ qui repart un petit peu à la hausse ce matin en Asie. C'est pas mal pour un truc qui devait durer 3 semaines. Et vous savez ce qui est fascinant dans tout ça ? Eh bien les marchés. Les marchés, ils ont quand même tenu une bonne partie de la journée. Avant de lâcher, bien sûr, mais quand même ils ont tenu un moment. Comme si le marché regardait les missiles et se disait « Ouais, on a déjà vu ça, on verra bien ». Puis finalement, ils ont bien vu. Alors parlons chiffres, le S&P 500 a perdu 1,62%, le Dow Jones reculait de 1,87% en clôture et le Nasdaq abandonnait 1,98%. Et puis alors le SOX, l'indice des semi-conducteurs, celui qui était en hausse de 88% depuis début janvier, il prenait 3,6% dans la figure hier soir, ce qui fait quand même moins 13% depuis le 3 juin. Et là, on franchit officiellement le seuil de la correction. Moins 11% sur le secteur tech depuis le 2 juin, c'est plus un trou d'air, c'est une correction, une vraie correction, avec des volumes et même avec un petit peu de conviction par-ci par-là. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Dell à plus 100% l'autre jour, et du SOX à plus 88% depuis janvier, c'était il y a 10 jours. Et Dell, c'est moins 21% depuis, Micron plus ou moins pareil. Maintenant, la question que tout le monde se pose et que personne n'a vraiment envie de poser à voix haute, c'est est-ce que c'est juste une correction technique après une surchauffe ou est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus sérieux ? Alors, perso, je vais pas me prononcer, parce que sinon, il y en a encore qui vont couiner dans les commentaires pour dire que je suis trop négatif, blablabla. Mais bon, je vais vous dire un truc assez important, parce que ce qui se passe sous la surface, c'est pas que géopolitique. C'est pas que l'Iran. Il y a aussi une deuxième raison à cette correction. Une raison que peu de gens mentionnent. Et on en parle dans 2 minutes, juste après la thématique d'Oracle. Oui, parce que Oracle a publié ses chiffres, ses résultats trimestriels hier soir. Des résultats excellents. Vraiment, vraiment excellents. Chiffre d'affaires à 19,18 milliards, en hausse de 21%. Un bénéfice par action au-dessus des attentes. 638 milliards de contrats signés dans le pipeline, dont la moitié avec un seul client, OpenAI. 638 milliards de contrats signés en attente d'être exécutés. Il y a 18 mois, un trimestre pareil aurait envoyé le titre en hausse de 15% dans la nuit.
et Larry Ellison aurait probablement eu la couverture du Time. On aurait dit que c'était le renouveau d'Oracle, mais hier soir, le titre a perdu 10% en after hour. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que ces chiffres fantastiques, Oracle a également annoncé qu'ils allaient lever 40 milliards de dollars supplémentaires en 2027 pour financer, je vous le donne en mille, son infrastructure IA, que ses investissements cette année ont dépassé 55 milliards contre 21 milliards il y a 2 ans, et que le free cash flow de l'exercice est négatif de 23 milliards. Vous comprenez ce qui se passe ? En fait, la machine IA est réelle, la croissance est réelle, les contrats sont réels, mais la machine bouffe du capital à une vitesse que la croissance n'est même pas capable de rembourser. Et dans un environnement où les taux remontent, lever 40 milliards de plus, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble un peu à un gars qui gagne très très bien sa vie et qui est quand même à découvert à la fin du mois. Et Oracle n'est pas le seul. Il y a eu Supermicro Computer, on en a parlé hier matin. Vous savez, les serveurs pour l'intelligence artificielle. Alors eux, ils ont annoncé il y a 48 heures qu'ils voulaient lever 7 milliards parce qu'ils ont 39 milliards de commandes en attente, mais pas assez de cash pour acheter les composants pour répondre aux commandes. Le titre s'est fait détruire hier. 28% sur la séance dans la figure. Alors c'est peut-être la deuxième raison de la correction, pas juste l'Iran, pas juste la géopolitique. Le marché commence à se poser une question très simple. À quel moment tout ça va se payer tout seul et rapporter plus de fric qu'il en grille à une vitesse stratosphérique ? Et cette question, elle arrive au pire moment possible parce que demain... Demain, c'est SpaceX. Mais avant SpaceX, l'inflation. Parce qu'il faut quand même parler de l'inflation. On a parlé, on a dit, on savait qu'on attendait le CPI pour hier. Le CPI de mai est sorti à plus 4,2% en rythme annuel, comme prévu dans les attentes, mais c'est quand même le plus haut depuis 3 ans. L'essence a bondi de 7% sur le mois, et puis alors sur 12 mois, c'est plus 40%. Le salaire réel moyen des Américains est en train de reculer pour le 2e mois consécutif, ce qui veut dire concrètement que les gens gagnent un peu plus et s'appauvrissent quand même. Parce que tout coûte plus cher, vu que les salaires ne progressent que moyennement. Ça, c'est l'inflation. C'est pas un chiffre abstrait, c'est les gens qui font leurs courses et qui commencent à hésiter entre la bouffe et l'essence du pick-up. Et Trump, interrogé sur le sujet hier soir, a dit, je le cite textuellement, « I love inflation ! I love inflation !» L'homme qui a quand même gagné l'élection présidentielle en promettant de baisser les prix et de ramener le gallon à 2 $. Lui, il a dit qu'il aimait l'inflation à 6 mois des midterms. Alors, je suis pas stratège politique personnellement, mais je trouve quand même vachement courageux de faire ce genre de déclaration. Pas sûr qu'il y ait réfléchi très longtemps. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'inflation sous-jacente mensuelle n'a progressé que de 0,2%, et c'est en dessous des attentes. Ce qui signifie que le choc pétrolier ne se diffuse pas encore vers les autres prix. Le prix des voitures, de l'habillement, des meubles, ça tient encore. C'est pas encore contaminé. Mais bon, les marchés intègrent maintenant 67% de probabilité d'au moins une hausse de taux avant la fin de l'année. On a commencé 2026 en attendant 3 baisses de taux et on finit le premier semestre en anticipant des hausses. C'est le genre de retournement de situation qui change beaucoup de choses pour beaucoup de valorisation. Du coup, l'or est en bear market. Oui, l'or. Vous savez, ce truc qu'on achète quand tout va mal, quand il y a la guerre, quand il y a de l'inflation, quand il y a de l'incertitude. Moins 20% depuis le record du mois de mars, en 91 jours. La chute la plus rapide en territoire baissier depuis 2008. Alors comment c'est possible tout ça ? Il y a une guerre, il y a de l'inflation, il y a de l'incertitude partout, et l'or s'effondre. Comment c'est possible ? C'est possible. Si, c'est possible. Parce que quand les taux montent, et ils montent, les obligations rapportent quelque chose. Le 30 ans américain est au-dessus des 5%. Et l'or, lui, c'est joli, ça brille, mais ça rapporte que dalle. Donc mécaniquement, quand vous choisissez entre un actif à 5% garanti et un lingot qui paye rien, des fois vous prenez les 5%. Bon, après c'est garanti par le gouvernement américain les 5%. Un gouvernement qui a 40 000 milliards de dettes et un président qui a la capacité de réflexion mentale d'un labrador devant un bol de croquettes. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé en 2008. L'or avait chuté avec les marchés avant de repartir en mode fusée pendant les 4 années suivantes. Et en parlant de fusée, la transition est toute trouvée, parlons de SpaceX. Demain, vendredi 12 juin, SpaceX entre en bourse, la plus grosse IPO de l'histoire de l'humanité. 1750 milliards de valorisation, 75 milliards levés, carnet d'ordre, 250 milliards de demandes pour 75 milliards d'actions, 3 fois souscrit.
Et les futurs sur Hyperliquid traitaient hier à 162 $, ce qui implique une valorisation de 2100 milliards au premier jour. 6e capitalisation mondiale. Carrément un Max 7 le premier jour. Et le document S1 de SpaceX, le document officiel déposé pour l'IPO, dit que la mission de l'entreprise est de construire des systèmes nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire et étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Moi je veux bien, hein, mais le free cash flow est négatif et il n'y a pas de bénéfice. Alors les étoiles d'accord, mais pour le bilan comptable, pour l'instant, on repassera. Voilà peut-être pourquoi la tech s'effondre depuis 10 jours. Les gérants institutionnels savent qu'ils vont être forcés d'acheter SpaceX dès que le titre va intégrer le Nasdaq. Dans 15 jours, puisque le Nasdaq a carrément spécialement réduit son délai d'intégration de 3 mois à 15 jours, rien que pour l'occasion. Rien que pour être gentil avec Elon Musk, parce que quand Musk arrive, les règles s'adaptent. Et pour acheter SpaceX, il faut du cash. Et pour avoir du cash, faut vendre autre chose. Et cette autre chose, en ce moment, c'est la tech qu'ils ont dans les portefeuilles depuis 6 mois. Voilà pourquoi le SOX perd 13% en une semaine, pendant que SpaceX est 3 fois sursouscrite. Donc on fait le bilan. On a une guerre qui s'emballe, un détroit qui est fermé, une inflation à 4,2% avec un président qui dit qu'il adore l'inflation, une Fed qui va peut-être monter les taux ou qui va devoir monter les taux, un or en bear market, la tech en phase de correction, Oracle qui gagne des milliards et qui perd 10% quand même, et SpaceX qui arrive demain comme si de rien n'était. Ce matin, l'Asie décroche, le Kospi est à moins 4,5%, le Nikkei à moins 2,3%, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, est hospitalisé et il manquera la réunion de la semaine prochaine, là où ils doivent monter les taux. On n'a pas fini de rire là non plus. La BCE se réunit aujourd'hui et va monter ses taux. Le PPI américain sort cet après-midi et je me réjouis de voir le PPI. Souvenez-vous, celui du mois dernier, c'était monstrueux. Et vous savez ce qui me frappe le plus dans tout ça? C'est pas la guerre, c'est pas l'inflation, c'est même pas SpaceX. Ce qui me frappe, c'est la phrase de Trump, « I love inflation ». Oui, parce que derrière l'absurdité de la phrase, il y a une vérité accidentelle. En ce moment, dans ce marché, dans cette guerre, dans cette économie, personne n'est vraiment aux commandes. Tout le monde improvise, les diplomates négocient avec des bombes, les banquiers centraux attendent de voir, les gérants vendent pour acheter quelque chose de plus gros, et les investisseurs regardent tout ça et se disent que ça va finir par s'arranger. Peut-être. Demain, SpaceX entre en bourse. Moi, je serai dans l'avion, donc il n'y aura pas de vidéo demain matin, mais je vous débrieferai complètement dans le Swiss Bliss de samedi, bien sûr. Ce soir, je suis à Bruxelles, j'ai télé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo et de la commenter. Et moi, je vous dis à samedi. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.